Commence ta journée du bon pied. Avec la balade matinale sur Radio Dina. Avec Canal Box, la fibre qui vous connecte à l'essentiel. Et oui, le constat est clair, ce monde n'est pas vraiment sérieux, alors évitons d'être trop sérieux aussi. Donnons-nous le temps quand même d'un peu d'amusement, ça fait parfois du bien. Je ne sais pas qui aime encore écouter des chansons de Francis Cabrel, mais j'espère que j'aurai fait plaisir à une ou à deux personnes ce matin. Rebonjour, bienvenue dans la balade matinale, je suis Juanita Blavautry. Et comme je le disais tantôt, on va parler d'éducation sexuelle ce matin chez les garçons. Mais avant de commencer, je suis avec Edwige Digboli-Apedo ce matin. Bonjour madame. Bonjour Jonita. Mais que me vaut l'honneur de votre présence dans la balade matinale. Ah, voilà qui s'explique. D'accord, bienvenue. Nous sommes également sur ce plateau avec Laurent Afouji, le coach matrimonial. Bonjour Laurent. Oui, bonjour Juanita. Comment ça va ? À part la pluie et la fraîcheur, ça va. Super. Voilà, nos invités sont installés. On va démarrer avec une petite astuce puisqu'il fait frais. Et quand il fait frais, vous le savez, nos amis drépano souffrent souvent de cette fraîcheur. Comment faire quelques astuces pour passer aisément ce temps de fraîcheur? Allez, c'est parti, Edwige. Douleur. Alors, lorsque le vent devient plus frais et quand il pleut, les douleurs deviennent de plus en plus vives chez les personnes atteintes de drépanocytose. Et donc, la fraîcheur est souvent synonyme de crise chez ces personnes. Alors, pour prévenir ces douleurs et vivre un peu plus sereinement durant ces périodes de fraîcheur ou de pluie, je propose quelques astuces. D'abord, se couvrir efficacement. Le froid est un facteur déclencheur, comme je viens de dire, des crises. Et donc, il faut privilégier les vêtements chauds en ces périodes, notamment sur les extrémités, c'est-à-dire avoir un bonnet au niveau de la tête, des chaussettes épaisses, des gants si nécessaire. Donc, vous couvrez les parties extrêmes de votre corps pour pouvoir rester au chaud, en fait. Deuxième chose, il faut éviter les changements brusques de température. Alors, passer d'un endroit chaud à un endroit froid sans transition peut choquer l'organisme. Et donc, on prend le temps de s'adapter. On garde un écharpe à portée de main. C'est-à-dire, on est en plein studio. Et si vous êtes venu en émission, vous êtes sous la climatisation. Il fait frais actuellement. Dès que vous sortez, ce n'est plus la même température. Oui. Donc, il faut garder sa protection avant d'attaquer. Pour avoir les mêmes températures. Pour avoir les mêmes températures au niveau de son organisme. Alors, troisième astuce, bien s'hydrater. Alors, même s'il fait frais, le corps a besoin d'eau. Une bonne hydratation aide à fluidifier le sang et à prévenir les crises. Donc, s'il fait frais, vous devez vous hydrater avec de l'eau plate, pas de l'eau fraîche. Et, ou de l'eau chaude, s'il le faut, de l'eau tiède. Quatrième chose, le repos et l'alimentation équilibrée. Une alimentation riche en fer, en fruits et légumes, un bon repos permet au corps de mieux résister au stress du froid. Alors, pour finir, ne pas ignorer les signes des crises, surtout. En cas de douleur inhabituelle ou persistante chez les personnes atteintes de drépanocytose, on n'attend pas. Direction le centre de prise en charge ou le centre de santé, car chaque crise mérite une vraie attention. Et donc, prenez soin de vous en cette période. C'est très important. Voilà, dit comme ça ne veut pas dire que lorsque vous faites une crise et que vous utilisez toutes ces astuces, vous restez chez vous à la maison. Non, pas du tout. Donc, même après tout ça, dès que vous avez la possibilité, allez dans un centre de santé pour une meilleure prise en charge. Oui, parce que dès on vous prend en charge dès le début de votre crise, c'est plus contrôlable que quand ça devient ça s'accentue. Et puis aujourd'hui, la médecine a tellement évolué, on vit mieux avec la drépanocytose qu'il y a si on est pris en charge. Si on est prise en charge. On a d'ailleurs eu des dames sur ce plateau qui ont donné des témoignages, qui vivent pas aisément, mais qui vivent une meilleure vie
avec un bon suivi qu'il y a encore quelques années. D'accord. Voilà, donc faites-vous suivre. Merci Edwige pour ces Non, c'est un astuces. plaisir. Voilà, nous avons donc démarré comme ça le rendez-vous matinal de ce jour. Et aujourd'hui, le thème, je vous l'ai annoncé en début de cette émission, nous parlerons d'éducation sexuelle chez le garçon en âge de puberté. Je pense qu'on a trop martelé au niveau des jeunes filles aujourd'hui. On va s'attaquer un tout petit peu aux jeunes garçons parce que, après tout, ça vient des deux sexes, n'est-ce pas? Alors, chez les garçons, les changements sexuels débutent par le développement du scrotum et des testicules, généralement suivis par un allongement du pénis. Je sais, je suis un peu vulgaire ce matin, mais il le faut. Et lorsque surviennent ces changements, le jeune garçon, ou encore le petit garçon, on va dire, parce qu'il n'est pas encore un jeune, il est encore un petit garçon, doit commencer par avoir une voix grave et il se sent dans la peau d'un homme. Il va forcément vouloir faire des choses comme le font les hommes. On en parle donc ce matin. À partir de quel âge est-ce qu'on parle de la puberté ou encore de l'adolescence chez le jeune garçon, Laurent? Il faut dire qu'avec cette multitude d'organisations non gouvernementales que nous avons et qui chacune développe ses activités, ses objectifs et ses standards, l'adolescence ne commence plus à un âge fixe. D'accord. Ou à un âge communément standardisé. Donc, chacun est défini. Est-ce que ça veut dire que les jeunes garçons sont aussi précoces comme les jeunes filles aujourd'hui? Parce qu'il y en a qui déjà à 8 ans ont leur première menstrue. Les garçons, c'est pareil aujourd'hui? Malheureusement, oui. Je dis bien malheureusement parce que ce n'est pas normal. Mais malheureusement, c'est ce qu'on constate. Donc, l'adolescence en général, puisque il y a d'abord la petite enfance, il y a l'enfance, et c'est après cette enfance-là que vient l'adolescence, qui finit avec la jeunesse qui débute pour entrer plus tard dans la vie d'adulte. Donc, l'adolescence, généralement, c'est autour de 12 ans. Autour de 12 ans. Mais déjà, quand il y a les poils qui poussent, la voix qui change un peu, est-ce qu'on peut parler déjà d'adolescence? Ben oui, et c'est autour de 12 ans, ou généralement à partir de 12 ans, que ces petits symptômes, ou ces petits signes, ces manifestations, ces changements commencent par se faire sentir. Quand c'est précoce, oui, à 12 ans déjà, on peut en voir. Pour certains, c'est encore au-delà de 15 ans, à partir de 15 ans. Donc, plutôt que ça, là, on parlera plus de précoce, mais de précocement précoce. Alors, Edwige, Laurent a cité quelques aspects qui font qu'on se dit, voilà, ce garçon devient, on va dire, un jeune homme ou encore un adolescent. Alors, comment appréhender cette étape de la croissance du jeune garçon? Je pense que pour l'appréhender, il faut commencer dès le départ. Quand vous avez un garçon, la discussion commence autour de 3 ans. Mais quand le garçon a 3 ans, vous ne pouvez pas utiliser les mots directement. Vous pouvez les nommer autrement pour que l'enfant puisse comprendre que quand tu es un garçon, ton corps est différent du corps de la jeune fille. Tu as un petit pénis qui te permet de faire pipi. Et donc c'est que quand tu veux faire pipi. En fait, quand tu dis vous, c'est le parent, homme ou femme qui doit le faire. Les deux parents. Mais quand on sait que c'est l'homme qui a déjà vécu ça et qu'il est plus à même, est-ce que c'est pas plus facile de confier le garçon à son... Les deux parents doivent avoir le même langage. D'accord. Et donc, quand le papa est présent, quand le garçon pose des questions, le petit garçon... Aujourd'hui, nos enfants sont tellement intelligents que quand le petit garçon pose la question et que c'est papa qui est présent, c'est papa qui répond. Et si c'est la maman qui est présente, c'est la maman qui répond. Mais quand la discussion doit arriver, ça peut commencer par maman ou papa et se terminer par papa. Mais il faudrait que les deux s'engagent dans la discussion avec l'enfant et que ce soit le même langage. Que papa ne dise pas, par exemple, au garçon que ton petit truc qui est entre tes jambes te permet, quand le garçon a entre 3 et 6 ans, te permet. D'abord, c'est ça qui fait qu'on dit que tu es garçon, parce que pour la fille, diffère du tien. Maintenant, quand tu fais pipi, tu vois que c'est ça que tu utilises, parce que tu lui montres déjà comment faire pipi et comment être propre.
Parce que quand tu vas dans les toilettes, quand tu veux faire pipi, tu ne peux pas t'arrêter comme ça. Des choses comme ça qui font que l'enfant déjà sait que son corps lui appartient. Il sait ce qu'il fait avec son corps. C'est que, et maintenant, parfois, papa le dit, ça, on vient chez maman, le garçon dit, maman, c'est quoi ça? Il vous montre son sexe. Maman dit, tu n'es pas encore grand. Donc, ça veut dire qu'il y a 2 langages différents. Effectivement. Donc, il faut éviter cela. Maintenant, quand l'enfant évolue au fur et à mesure, la puberté, aujourd'hui, comme il y a tellement, avec l'alimentation, les enfants grandissent tellement vite avec nos changements alimentaires, à partir de 10 ans, déjà, il faut faire comprendre à l'enfant les changements qui vont intervenir dans son corps. Oui, au niveau de son organisme, au niveau de son corps. D'abord, tu as vu qu'à partir, quand tu étais petit, tu n'avais pas, ta voix n'était pas changeante, tu n'avais pas de petits poils sur ton pubis et tout. Mais au fur et à mesure que tu grandis, cela va se faire ressentir. Tu vas voir que ta voix va commencer par changer. Tu vas voir même au niveau de les bouts de sein, là, monsieur le conseiller. Les tétons, il y a un petit changement là-bas par rapport aux garçons. Au niveau de ton appareil génital, il y a un changement également. Au niveau des testicules. Et là, quand c'est la puberté qui est attaquée, c'est que vous dites la vérité. Vous dites la vérité aux garçons. Ne pas mentir, ne pas juste dire, tu as commencé comme ça là, si tu vas chez une femme, tu vas l'enceinter. Est-ce qu'on le leur dit d'ailleurs aux garçons? Non, c'est la même chose. Je pense que c'est plus aux filles qu'on le dit. Bon, quand tu as commencé les menstrues, quand tu vas chez un garçon, tu seras enceinté. Mais il faut dire la vérité aux garçons, lui dire, quand il y a ce changement externe, il faut savoir qu'il y a en même temps le même changement interne dans ton organisme. Et ce qui veut dire que tu commences pas à grandir. Et ce que papa et maman font pour que tu arrives, si tu le fais, tu vas donner un autre aussi. Donc, il faut être direct avec son enfant. Ne pas fermer la discussion. Parce qu'aujourd'hui, de toute façon, tout est à découvert. Hein. Ils vont sur les réseaux sociaux avec les amis en classe, ils n'ont pas le son dos. Donc, Laurent, quand est-ce qu'il faut permettre à cet enfant de développer ces sensations? Je parle de sensations parce que à partir de l'adolescence, il y a des sensations et en les garçons et en les filles. À partir de quel âge faut-il leur permettre d'explorer ces sensations sexuelles-là et se dire, voilà, je suis en partie un homme? Bien. Pour répondre à ta question, j'enchaîne avec celle ou les réponses de Edwige, qui disait tantôt qu'il faut expliquer les choses clairement aux enfants. Il ne faut pas jouer à l'hypocrite avec eux. Parce que les enfants ou les ados constituent cette catégorie ou cette tranche de personnes-là qui développent une curiosité pas possible. Pas possible. Certaines fois, c'est en ce moment que les parents en ont marre de répondre aux questions. Parce que ça vient dans tous les sens et sur tout sujet. Même une mouche qui passe, on peut te demander pourquoi elle est allée dans cette direction et non dans cette autre direction. En fait, en ce moment, commence chez l'adolescent une affirmation de soi. Il commence par prendre conscience de son être et de sa différence. Parce que oui, il est différent. Il est unique en son genre. Il faut le lui faire savoir. Donc, à partir de cet instant également, commence effectivement sa curiosité pour la sexualité. Effectivement. Il commence par cacher ses parties intimes. Il commence par se retirer pour faire certaines choses, ainsi de suite. Alors là... Se retirer? Oui, pour faire certaines choses. Quand il veut faire pipi, avant, il peut se mettre sur la cour et pisser. Maintenant, pour pisser, il va aller dans le coin de la maison, pour ne pas être dans les toilettes, vu. Pour ne pas être vu. La protection de son intimité. La protection de son intimité. Il est en train de pisser, quelqu'un passe, il cache. Pour que personne ne voie. D'accord. À partir de 9 ans, déjà commence ces manifestations-là. Il faut commencer par faire attention à l'enfant. Il y a quelque chose que souvent j'aime dire. Cette théorie est figée sur des périodes fixes, sur l'âge, sur ci ou ça. Je commence pas à me méfier de cette théorie parce que ça ne tient plus la route en fait. Ce qu'un enfant va commencer par faire à 9 ans, un autre va le commencer à 12 ans. Et il y en a même qui peut le commencer à 7 ans. Donc, il faut commencer par observer l'enfant. Comme Edwige le disait, tout se prépare dès la base. Raison pour laquelle il importe d'aller à l'école des parents. Avant de commencer par devenir parent.
dès l'enfance, il faut commencer par observer l'enfant et s'assurer que l'enfant passe d'une étape à une autre sainement, de manière harmonieuse, parce qu'il y a certaines mutations ou certains passages, certaines évolutions qui ne se produisent pas bien. Donc il faut bien observer. Et quand l'enfant commence par manifester les symptômes de l'adolescence, alors là, il y a un travail qui s'impose. Dès que toi, le parent, tu constates, l'enfant peut ne pas remarquer. Dès que toi, le parent, tu remarques, tu attires son attention. C'est en ce moment d'ailleurs que les discussions les plus sérieuses commencent. Parce qu'il y a des mutations, des changements importants dans la vie de cet enfant qui commencent par se produire. Alors là, on attire son attention, on commence par lui expliquer et on commence par lui dire certaines choses telles qu'elles sont. Avant, on appelait son petit Penny Kiki. À 9 ans, ce n'est plus Kiki. Non, ce n'est plus Kiki. Il sait d'avance qu'on l'appelle pénis. Et il sait que ça sert il commence par prendre conscience que ça peut servir à autre chose que pisser. Donc, il ne faut pas attendre un âge donné. Il faut commencer par bien observer. Et surtout, certains parents, malheureusement, ce qu'ils font et qui les rattrapent, c'est qu'ils n'aiment pas communiquer avec les enfants quand ils sont tout petits. Ils attendent que ces enfants atteignent un âge donné, sous prétexte qu'il ne comprendra pas. Même un bébé comprend quand on lui parle. Même un bébé, il comprend quand on lui parle. Sinon, pourquoi le bébé, certains vont dire que c'est l'instinct, non. Le bébé sourit à sa mère dès qu'il voit son visage. Et pleure aussi. Et pleure aussi, mais ne sourit pas à n'importe qui. Exactement. Surtout les bébés d'aujourd'hui. Il peut voir un inconnu et serrer la mine. Tu vas te demander, mais qui lui a appris à serrer la mine? Non, il sait que ça là, c'est pas ma mère. Donc si je comprends bien, le message doit être envoyé très tôt à ce jeune garçon. Le lien doit être tissé. Pour qu'il appréhende en fait ce qu'il y a à venir. Oui. Et il faut apprendre à répondre à ces questions. Ne pas trop couvrir aussi le garçon, parce que souvent il y a des parents qui couvrent tellement le garçon qu'ils évitent de parler de ces sujets, ce qui fait que le garçon se cherche ailleurs. Vous dites que c'est votre petit garçon qui est protégé. Plutôt c'est la fille qui est bien éduquée. On oublie de passer le message au garçon. Et malheureusement ces garçons ne disent rien. Et ils s'éduquent ailleurs. Il se dit qu'il faut faire comprendre aux garçons que tu peux poser toutes les questions qui te viennent je suis là pour te répondre. Et quand c'est comme ça, la discussion est claire avec le garçon. Alors, c'est vrai qu'il faut lui dire qu'il faut poser toutes ces questions, mais parler de sexualité revêt plusieurs aspects. Oui. Avec quoi est-ce qu'il faut commencer? Est-ce que c'est le côté sanitaire de la chose? Est-ce que c'est la sexualité pour la sexualité? Est-ce que ce sont des informations autour de la sexualité? Comment est-ce qu'il faut commencer exactement avec le jeune garçon? Majoritairement, on commence par le changement corporel, c'est-à-dire physique. Physique. La physiologie, c'est-à-dire le changement qu'il y aura au niveau de son physique. On a parlé de cela en début. On commence par ça. Parce que le conseil matrimonial a dit tout à l'heure, l'enfant, au début, tu dis ton kiki, quand tu es uriné, tu fais ceci, quand tu finis, tu ne balances pas. Pardon, le pot doit être bien propre. Parce que si ce n'est pas propre, et quand tu finis, tu nettoies. Et quand, par exemple, vous êtes une maman et que papa n'est pas là, il est là, mais il n'était pas là à ce moment, le petit a uriné, vous vous êtes rendu compte que votre garçon n'a pas nettoyé, vous rentrez, vous dites, viens. Tu vois, quand tu fais ça, quand tu finis, tu prends le papier, tu te nettoies toi-même et tu nettoies le bord du WC. D'abord, ça, c'est la propreté. Il faut la question de la propreté. Il se rend compte qu'il doit être propre. Maintenant, pour la douche, vous enseignez aussi à l'enfant comment nettoyer sa partie intime. Tu lui dis, de la même manière que tu nettoies ton corps, tu dois aussi nettoyer ta partie intime. D'abord, ton petit tuyau, tu dois le nettoyer, mais tu ne dois pas nettoyer le bout, là par où sort le liquide, parce que tu auras mal quand le savon ira. Les deux cailloux qui sont en bas, par exemple, pour les nettoyer, tu dois les soulever pour nettoyer le bas et tout. Ce qui fait que l'enfant déjà sait comment s'entretenir au fur et à mesure qu'il grandit. Ça lui apprend la propreté, l'hygiène aussi. Ça, c'est la propreté, l'hygiène. Ça, c'est son corps. Maintenant, par rapport au changement corporel, on le dit. On parle de sexualité, on parle de rapport sexuel, on parle de maladie. Ce n'est pas seulement cela.
Oui, il y aura les IST, il y a, tu vas rencontrer une fille, pas d'amour. Les parents doivent se rendre compte que ce n'est pas uniquement que ça. Il faut l'estime de soi, la question du consentement, la question du respect. De la responsabilité. Et de la responsabilité. Surtout quand est-ce qu'il faut passer à l'acte? La question du respect du sexe de l'autre. Et la question de la responsabilité. C'est-à-dire tout ça englobé font la santé sexuelle chez le garçon. On a parlé de son changement, de ce qu'il apporte. Quand il y a ce changement, qu'est-ce qui vient après? Quand tu es en contact avec une jeune fille, tu es adolescent, tu lui dis avec une adolescente ce qui va se passer, les conséquences qu'il y a. Tant que tu n'es pas encore prêt à assumer cette responsabilité d'être papa comme moi, tu te protèges. C'est-à-dire, c'est direct. Ouais. Tu dis à ton enfant que c'est direct. Maintenant, en face de toi, le sexe opposé, il y a le respect de ce sexe-là opposé. C'est-à-dire, celle qui est devant toi, dès qu'elle te dit non, tu l'apprécies, elle te dit non, tu dois savoir que non, il n'y a pas une pression qu'on met sur la femme. Lui imposer des limites, en fait. C'est ça qui est le respect du sexe de l'autre. Le consentement, avoir l'accord de la personne qui est en face de toi. Et maintenant, la responsabilité qui revient, est-ce que tu es prêt à prendre en charge une autre personne? Toi-même, est-ce que tu manges bien? Si tu manges bien, tu peux prendre en charge une autre personne. Est-ce que tu te douches correctement? Quand tu te douches, je tiens ta main comme ça, là, je te dis, ce n'est pas propre. Tu n'es pas encore prêt. Ça veut dire que toi-même, tu dois prendre soin de toi d'abord avant de prendre des responsabilités. Il y a toutes ces questions. Je ne t'interromps pas, Edwige, mais moi, je me rappelle quand j'étais encore dans la dizaine, la douzaine, les parents nous confiaient les plus jeunes. C'est-à-dire les petites sœurs ou encore les petits frères. Voilà, tu prends soin d'elles, tu la douches, tu la prépares pour l'école et tout et tout. Ça permettait quand même à toi, l'aîné, si tu es garçon, peut-être c'est ton jeune frère, ça te permettait quand même d'avoir cette transmission-là à faire avant d'arriver à l'âge adulte. Oui, mais est-ce que ça se fait encore aujourd'hui? Est-ce que le grand frère a eu la bonne éducation sexuelle avant de prendre soin de son petit frère? S'il ne l'a pas, il faut savoir que ce que lui a appris sur le tas, c'est ce qu'il va transmettre à son petit frère. Et donc, il faut savoir, il faut se rendre compte, s'il y a cette transmission, vous-même, vous savez comment vous avez éduqué votre garçon. Si c'est possible, l'aîné peut se couper de... Non, moi je le disais dans le sens où il faut faire comprendre à ce jeune garçon qui grandit que est-ce que tu es à même de prendre soin de ton petit frère d'abord, avant de pouvoir prendre soin d'un enfant que tu mettras au monde, en fait. Je suis d'accord. Quand tu n'es pas encore prêt, tu laisses tomber. Exactement. Parce qu'il y a ces questions il faut revenir sans tabou, il faut parler avec le garçon. Ne pas seulement, parce que moi je sais ce que les parents disent. Toi, là maintenant dont tu as commencé, là, ce que je suis en train de te voir faire avec la jeune fille de quartier, là, il ne faut pas m'amener une grossesse, c'est tout ce qu'on dit. Il ne faut pas m'amener le VIH-Sida, c'est tout ce qu'on dit aux garçons. Alors qu'il faut... C'est comme ça qu'après on voit des violences sexuelles parce que le jeune garçon n'a pas été préparé à tout ça. Alors Laurent, comment mieux apprivoiser ces changements, ces aspects de la sexualité chez le garçon? Comment mieux l'apprivoiser chez le jeune garçon lui-même? Bien, là, c'est-à-dire le garçon lui-même, comment il doit s'y prendre, comment il doit accepter cette situation-là. Et gérer ça, en fait. En fait, il n'y a pas une manière standard pour un enfant ou un adolescent. Tout dépend de comment il a été pris dès le départ. Donc le travail revient forcément aux parents. Inévitablement, avant que l'enfant ne devienne responsable de lui, l'essentiel du travail vient des parents ou se fait par les parents. D'ailleurs, jusqu'à notre âge, nos parents continuent pas s'ingérer dans nos affaires, c'est-à-dire pas s'assurer que nous allons bien, nous évoluons bien. À plus forte raison pour les enfants, les adolescents. Donc tout dépend. Donc il faut préciser que lorsque nous parlons de l'éducation sexuelle des enfants, et que l'on revient à l'exemple que tu as donné, le fait qu'on nous responsabilise, on nous confie les jeunes frères et sœurs, il y a une autre idée derrière. Okay. C'est-à-dire, pendant que tu laves ton frère ou ta sœur, tu découvres ce que tu ne peux pas voir sur ton propre corps, sur son corps. Ah ouais. Les saletés dont on te parle, que tu n'arrives pas à voir, tu vas les voir. C'est le petit frère. Tu vas les voir. Quand tu soulèves son bras, si c'est ton propre bras, tu ne peux pas voir.
Mais sur son bras ou dans ses aisselles, tu vas voir. Exactement. Et là, quand tu seras en train de te laver, toi-même, tu vas te dire, tu laves bien. Donc, tu apprends mieux à te découvrir en jouant à ce rôle-là. C'est l'autre idée derrière. Raison pour laquelle il importe qu'à un moment donné, qu'on fasse ce jeu-là, cette passation de rôle pour que les enfants ou les ados apprennent. C'est aussi une autre manière de les responsabiliser. Si ton petit frère ne se lave pas bien, c'est toi je tape. Ça veut dire beaucoup. Quand le petit frère se lave, il sait que le petit frère se lave, il doit s'assurer qu'il est bien lavé. Et donc, si le petit frère doit bien se laver, c'est que lui-même, il s'est déjà bien lavé. Ah oui. Exactement. Donc, en ton absence, en tant que parent, quand tu leur dis à cette heure, lavez-vous, il sait qu'il doit surveiller le bain de son petit frère pour qu'au retour de maman ou de papa, on ne le tape pas. Donc, la responsabilisation s'étend sur plusieurs branches. Exactement. C'est assez important. Maintenant, pour le jeune adolescent lui-même, tout ce que moi je peux lui dire, c'est d'être patient, d'être très patient et d'écouter les parents. Parce que je ne sais comment le parent va se prendre avec lui. Je ne sais ce que le parent va lui dire. Quelles sont les figures de style et rhétorique que le parent va utiliser. Donc c'est en fonction de tout cela. Raison pour laquelle quand nous, par exemple, on nous amène des ados comme cela, on pose plusieurs questions. Je dis bien plusieurs questions pour mieux comprendre le style de langage du parent à l'endroit de l'enfant, mieux comprendre l'enfant dans son environnement, comment il réagit, son enfance, comment il a grandi, quels ont été les avantages mis à sa disposition, quelles ont été les choses dont on l'a privé pour savoir comment orienter la discussion avec lui. Parce que l'enfant qui n'a pas l'eau, quand il mange, ne lui dit pas ou ne te permet pas de lui dire aisément. Donc quand tu manges de temps en temps, bois de l'eau. Il se demande, de quoi parle-t-il? Pour toi, c'est normal. Parce que tu penses que tout enfant boit de l'eau ou a de l'eau à table quand il mange. Mais lui, il n'en a jamais eu. D'ailleurs, personne ne le lui a dit. Donc, il faut s'assurer que le langage qu'on veut employer se trouve dans la réalité de l'enfant. Mais quand tu parles de patience, est-ce que les adolescents ont cette patience dont nous parlons? Est-ce que c'est pas plus beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions qui les traversent à la fois? Ils sont pris entre deux mondes, c'est-à-dire ils sont très agités, bousculés. Exactement. Ils sont, en fait, c'est une ébullition d'émotions en eux. Raison pour laquelle il leur est demandé de faire preuve de patience. En fait, généralement, quand on dit à quelqu'un sois patient, ce qui veut dire qu'on ne voit pas la personne de la patience. Raison pour laquelle on l'exhorte à la patience. Oui. Sinon, ce n'est plus la peine de le lui dire. Donc, eux, en tant qu'adolescents, ils veulent tout découvrir en même temps. Et d'ailleurs, c'est justement en cette période de puberté qu'ils pensent tout maîtriser, mieux que quiconque. Ils pensent mieux comprendre, mieux voir, et ils se sentent tout puissants. Voilà. Je dis tout puissant, capable de tout. Sinon, quand ils passent cette étape, commence une étape de, je ne sais même pas comment le dire, ils commencent pas à s'agir. Petit à petit, tous les caprices qu'on leur reprochait, pour lesquels on les frappait avant, vous verrez d'emblée que l'enfant lui-même commence par laisser tomber certaines choses. Ce qui veut dire que l'enfant passe à une autre phase de maturation. Donc, il leur faut de la patience pendant tous ces moments-là et qu'ils se sentent libres de poser toutes sortes de questions qui leur passent par la tête. L'enfant peut te demander, ou l'adolescent peut demander à son parent, pourquoi maman est partie énervée ce matin? Et le parent doit être à même de répondre. Il faut savoir répondre. En fait, d'ailleurs, quand tu vois l'enfant dans sa manière de répondre, de poser la question, en fonction de comment tu le connais, tu dois savoir si cet enfant est révolté ou pas. Parce que peut-être, il a entendu quelque chose. Il a soupçonné quelque chose.
Et l'enfant peut se porter défenseur de sa mère vis-à-vis de son père. Vouloir frapper son papa parce qu'il suppose que maman a été victime d'une injustice de la part de papa et que papa, ce n'est pas sa première fois. Il exagère. Donc, il se sent capable de défendre maman. Il dit, papa, pourquoi maman est partie énervée encore ce matin? Il faut lui dire, assieds-toi, je t'explique. Et non lui poser la question, quel est ton problème? Je suis chez toi? Je suis chez toi. C'est souvent la réponse des parents. Il y a parents. problème. Assieds-toi. Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que maman t'a dit? Et l'enfant est capable de te dire, c'est pas ça ma question. Papa, j'ai demandé pourquoi. Et là, toi, tu te prends en tant que parent et tu trouves le langage adapté. Voilà, c'est un autre élément. Tout ce que nous sommes en train de dire, c'est en fonction de l'âge de l'enfant. Parce que l'adolescence, ce n'est pas un âge fixe. C'est une tranche d'âge. Pendant cette tranche d'âge-là, il faut le langage approprié. À 9 ans, le langage qu'on va tenir avec cet enfant ne sera pas le même lorsqu'il aura 11 ans, lorsqu'il aura 13 ans, lorsqu'il aura 15 ans. Le langage doit évoluer en fonction de l'âge. D'accord. Alors, j'ai envie qu'on parle de cette éducation du garçon et de sa responsabilité envers le sexe opposé. Lui montrer aussi comment établir des liens normaux avec le sexe opposé, parce que lui dire que voilà, à l'âge adolescent, tu n'as pas le droit de fréquenter des filles, ou encore lui dire que tu n'as pas le droit d'avoir des petites copines, c'est pas l'idéal. On peut en avoir, mais quelles doivent être les limites saines? Quel doit être le lien harmonieux entre ce jeune garçon et peut-être une amie ou encore sa petite copine, pour qu'il n'y ait pas un déséquilibre aussi après, parce que s'il ne l'apprend pas plus jeune, arrivé à un certain âge, c'est compliqué pour les hommes de s'approcher du sexe opposé, on le sait tous. Non, je ne crois pas, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Ah si. Non, du tout. Non. Du tout. Oh, moi j'ai des exemples. Hein. Non. Soit il y a eu un traumatisme. Il y a des traumatismes, il y a des blessures. Il y a eu des blessures, c'est Je différent. connais un homme de plus de la quarantaine aujourd'hui qui a du mal à avoir une petite copine, parce que lorsqu'il fréquentait, son papa lui disait lorsqu'on va à l'école, on n'a pas droit à avoir des copines. De traumatisme. Voilà, il a été ainsi moulé jusqu'à l'âge de... Oui, il a eu quoi? Il est professeur. Ouais. Mais ça Oui, n'a mais rien à voir. Ça n'a rien à voir. Le problème, c'est que quand tout ce qu'on est en train de dire ici, c'est pour permettre aux parents de savoir comment aborder l'éducation de leur garçon. Parce que parfois, on néglige cela tellement que la pression qu'on met sur le garçon, c'est de réussir à l'école, finir son cursus scolaire universitaire, devenir quelqu'un, devenir en fait. professionnel, avoir un métier, et après, tu t'engages. Et tu épouses une femme. C'est ce qui est donné comme message au garçon. Et il y a tellement une pression que quand le garçon va à l'école, c'est cette pression qui revient. Il faudrait que tu aies ces notes. On oublie l'autre aspect. Et c'est cet aspect qu'on est en train d'amener. Oui. C'est une éducation complète. On ne peut pas demander à l'enfant d'être meilleur sur le plan dans son cursus scolaire et universitaire, et ne pas compléter cela avec la vie qu'il aura plus tard. Et cette vie-là commence par le bas âge. Parce qu'on a parlé d'entretien du corps, on a parlé du respect du sexe opposé. Ça veut dire, quand on dit respect du sexe opposé, c'est savoir aborder le sexe opposé qui est devant vous. Comment aborder cette dernière? Comment, quand est-ce qu'il y a le non? Comment dire, ok, j'accepte. Toi-même, la question de consentement, toi-même, tu dois l'avoir aussi. Apprendre aux garçons à dire non et à rester sur cela. Parce qu'il y a des garçons qui ont été blessés. Quand on parle de blessures, qui ont été violés, mais les parents ne sont pas au courant de cela. Parfois, ce sont les parents eux-mêmes qui violent leur propre garçon. Et la maman, peut-être, n'est pas au courant de ça. C'est vice-versa. Peut-être la maman, c'est la maman qui le fait. Papa n'est pas au courant. Et comme la discussion et cette éducation n'existent pas, l'enfant garde cette blessure jusqu'à l'âge adulte. Et à cet âge, je suis désolée, c'est compliqué. Comment vous pouvez demander à ce garçon qui est blessé d'aborder une autre femme? Il y a d'autres qui apprennent à aborder, mais en étant violents. Ce sont ces garçons que tu vois qui sont violents. Ils veulent quelque chose, ils veulent l'avoir. Dans leur relation avec une autre femme, il y a toujours cette violence-là. Il y a d'autres
qui n'ont pas été comme ça. La personne même, sa personne, c'est d'être timide. Donc, comme tu es comme ça, il se renferme et il ne s'approche plus de l'autre. Tu vois un peu. Et il y a, quand tu dis, ça c'est les violences sexuelles. Les violences verbales ont tellement un impact assez négatif sur les gens n'imaginent pas. Quand je dis violence verbale, peut-être ce monsieur a eu ça avec son papa. Parce que le papa, à tout moment, peut-être c'est la pression, c'est des insultes, je dis, c'est l'école, c'est rien. Donc tellement que ces violences, ces mots sont gravés sont rentrés dans son cerveau tellement que tout ce qu'il y a en face à lui ne connaît pas. Maintenant qu'il a fini, je fais quoi? Il faut se redécouvrir, il faut retravailler. C'est de ça qu'on parle, on dit, il y a des blessures. Oui, il n'empêche, Laurent, quand je parle de liens normaux avec le sexe opposé, quand je parle de liens harmonieux, il faut quand même que dans cette éducation transmise aux jeunes adolescents, aux jeunes garçons, on lui transmette comment aussi aborder le sexe féminin, n'est-ce pas? Ou encore cette jeune fille peut-être qui est juste son amie. Bien oui, c'est justement ce dont Edwige parlait tout à l'heure. Lorsqu'on parle du respect de l'autre et de la responsabilité, c'est qu'on est en train de lui montrer. Il ne suffit pas de dire non, sois responsable, il faut savoir aborder. Non. Qu'est-ce qu'il doit faire concrètement? Généralement, aujourd'hui, c'est ce que je reproche à la plupart des communautés qu'elles soient religieuses ou non, qui réunissent les jeunes sous prétexte qu'on leur donne des conseils, on les forme, on dit soyez des responsables, soyez respectueux. Que faut-il faire concrètement? Qu'est-ce que ça veut dire être responsable? Voilà. Parce que pour moi, j'enseigne une fille. C'est être responsable. Et j'assume. Je suis responsable. Je prends soin. Alors que j'ai 16 ans. J'ai 16 ans. Où se trouve la responsabilité pour un garçon de 16 ans? Je prends le petit déjeuner chaque matin. Donc, en fait, il y a des choses qu'il faut dire de manière concrète. Moi, par exemple, j'ai une fois donné cet exemple, je crois, lors d'une émission ou d'une formation. Je le disais, je me rappelle encore avoir écrit une lettre d'amour que j'ai remise à mon papa, qui devait transmettre à une fille. Ben oui. Il a lu, il a pris la lettre, il a lu, parce que moi je n'étais plus dans la localité. J'allais à l'école ailleurs. Donc je partais en fin de week-end pour aller à l'école. Bien, je partais en week-end et je lui ai remis la lettre. Il a pris le soin de lire, de corriger les fautes. Il a gardé. Et quand j'étais revenu, il me l'a remise. Il a dit de reprendre. Il y a trop de fautes dedans. Wow. Que cette expression-là, que c'est pas bien. Celle-ci non plus, de changer par celle-ci, celle autre. Et j'ai repris. C'est un parent bienveillant. Il a relu, il a dit c'est bon. Et il a pris la lettre, il l'a transmise à qui de droit? C'est là que la fille a commencé par me fuir. Oh. Parce que moi et mon papa, là, elle a eu peur. Wow. Comment se fait-il que ce que nous devrions faire en cachette, papa est au courant et c'est papa même qui vient transmettre la note? Mais ça devrait pourtant la rassurer. Non, c'est parce qu'elle n'a pas reçu cette éducation. Elle n'a pas reçu cette éducation. Voilà. Elle n'a pas reçu cette éducation. Et moi, très tôt, je ne discutais pas beaucoup avec papa, mais le peu de temps que je passe avec lui, il me le disait. Il y a ça que tu dois éviter. On ne fait pas ça, on ne fait pas ça, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. C'est plutôt maman qui dit, quand tu vas amener une grossesse ici, là, ton petit déjeuner, c'est à la fille je vais remettre. Ça, ce sont des menaces directes. Des menaces. Ça, c'est une bonne menace. Et pourtant, quand j'écoutais, je disais, mais est-ce que moi-même, là, je me vois entrer dans cette une fille? Papa m'a tellement dit des choses que je ne peux pas me permettre d'aller à l'encontre. Donc, il y a des choses à montrer. Quand tu vois une fille qui te plaît, d'abord là, comment tu sais qu'une fille te plaît? Il faut le faire savoir au garçon. Point d'interrogation. Oui. Comment savoir que cette fille te plaît? Parce qu'aujourd'hui, on n'attend plus que la fille nous plaise avant de l'aborder, mais on se dit, bon, c'est quoi? C'est une fille du quartier, je l'aborde. Attends, c'est qu'on a perdu des valeurs. Raison pour laquelle, pourquoi drague-t-on une fille aujourd'hui? C'est juste pour le sexe. Ouais. C'est pour cela qu'on le fait aujourd'hui. C'est bien dommage. Ou bien pour qu'on dise que moi aussi je suis avec quelqu'un. Voilà. Alors qu'à l'époque, ce n'était pas ça. Quand je dis à l'époque, ce n'est pas seulement à notre époque, plutôt que ça. Oui. Parce que déjà à notre époque, les choses commençaient déjà par se gâter. Donc, il faut comment savoir que celle-ci me plaît?
contrairement à ta soeur que tu aimes. Oui. Ta petite soeur ou ta grande soeur. Quelle différence y a-t-il entre elle et l'autre? Comment dois-tu traiter celle-là qui te plaît et celle qui ne te plaît pas? Comment dois-tu te comporter envers elle? Il y a des choses à lui dire de manière concrète. Celle qui te plaît, quand elle te dit « je veux te voir », c'est différent de quand maman te dit « je veux te voir ». Les signaux, en fait, sont différents. Ça va mettre la différence. Paternel et tout. Quand elle te dit « je veux te parler », ça n'a pas même signification que quand ta soeur te dit « je veux te parler ». Celle-là, ce qu'elle veut te dire, là, tu dois attacher ton cœur pour aller. Tu dois ouvrir grandement tes oreilles. Tu peux négliger ce que ta soeur te dit, mais ce que celle-là va te dire, tu ne dois pas négliger. En tout cas, la discussion devient très intéressante, mais malheureusement, le temps imparti à cette émission touche vers sa fin. Comme l'apprentissage de votre enfant se fait petit à petit, je pense que c'est la même chose pour l'éducation sexuelle aussi. Malheureusement, on va devoir conclure pour aujourd'hui, avant de revenir prochainement, peut-être continuer cette éducation sexuelle. Edwige, quel sera ton mot de la fin aujourd'hui? Quand vous avez des enfants, garçons et filles, sachez que l'éducation sexuelle que vous donnez la santé sexuelle, l'éducation sexuelle que vous donnez à votre fille, c'est de la même manière qu'il faut donner cette éducation aux garçons et permettre aux garçons d'être également préparés pour son futur. Laurent? Il faut juste dire qu'un garçon ou un ado bien formé est un futur homme équilibré. Je pense que ça, certaines mamans l'ignorent tellement qu'on a fabriqué des démons un peu partout dans ce pays. Oui, et la plupart des démons, des garçons ou des hommes démons sont fabriqués par des mamans. La plupart sont fabriqués par des mamans. Donc, un jeune garçon, un adolescent bien formé est un futur homme équilibré, prêt non seulement à servir fidèlement son pays, mais aussi à rendre une femme et des enfants heureux et épanouis. Et lui-même trouve son plein épanouissement du bonheur et de sa femme et de ses enfants, surtout s'il fait sa part dans la société dans laquelle il vit. Alors, veillons à cette éducation, surtout sexuelle, parce que la responsabilité sexuelle est une responsabilité aujourd'hui sans laquelle aucun homme ne peut s'en sortir. Merci Laurent. J'aimerais en faire appel aux influenceurs et aux influenceuses, enfin ceux qui se disent influenceurs et influenceuses aujourd'hui, d'arrêter de donner les mauvaises informations sur les réseaux sociaux parce que ça nuit à beaucoup d'enfants, même s'ils n'en parlent pas, ça les nuit énormément. Et si vous voulez envoyer des informations, envoyez juste le nécessaire. Vous n'avez pas besoin d'être vulgaire et de donner tout ce qui va dans votre vie sexuelle sur les réseaux sociaux. Et à vos parents, si parler de sexualité à votre enfant devient un peu compliqué pour vous, faites-vous accompagner. Aujourd'hui, il y a plein de conseillers, il y a plein de personnes qui sont là juste pour vous aider à avoir un enfant, un ado épanoui. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de la balade matinale, vendredi à partir de 8h. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite de semaine à tous et à chacun. Vous venez de suivre la balade matinale, votre dose d'énergie et de bonne humeur avec Canal Box, la fibre à toute vitesse.